Salut tout le monde, c'est CRISPR-C9, la chaîne numéro 1 de YouTube en biologie. Donc je remercie toutes les personnes qui sont allées voir ma première vidéo, c'était sur la cellule. Si tu l'as pas encore vue, je t'invite à aller la regarder. Si cette première vidéo t'a plu, ou si d'ailleurs tu passes par là par hasard, ce que je t'invite à faire, c'est t'abonner, lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement, et surtout activer les notifications pour ne rien louper de la chaîne. Cette deuxième vidéo va s'articuler autour d'un sujet d'actualité. Effectivement, aujourd'hui, on va parler des virus. Tu peux penser que grâce à l'Institut Pasteur, grâce à la recherche, à tous les scientifiques qui travaillent sur les virus, on sait ce que représentent ces entités. En réalité, on en sait encore très peu sur les virus. Pour te dire la vérité, on ne sait même pas classer le virus. Est-ce que c'est un être vivant ou pas? La définition à l'heure actuelle, on est tous d'accord sur le fait que c'est du matériel génétique, donc de l'ADN. Je te renvoie à ma vidéo précédente si tu veux savoir ce que c'est. De l'ADN empaqueté dans une capside protéique, donc enveloppée par des protéines. Ce dont on est sûr, c'est que les virus ont besoin d'un hôte, d'une cellule hôte, pour se multiplier et se diviser, donc pour survivre. En somme, en biologie, le virus n'est même pas considéré comme une cellule. On parle de particules virales. Quand je te parle de virus, toi tu dois sûrement penser à ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les virus ont énormément d'applications dans les biotechnologies, énormément de bienfaits et sont utilisés à l'heure actuelle en biologie comme des médicaments. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va parler des particules virales néfastes. Donc des particules virales qui vont transmettre une maladie. Dans un second temps, on va explorer quelques applications des virus en biotechnologie. Première partie, les virus responsables de maladies. Dans cette première partie, tu l'as compris, on va parler de virus particulièrement meurtriers. Effectivement, je vais te parler de deux virus qui ont tué plusieurs millions de personnes à travers les années autour du globe. Premier virus, c'est un virus que tu connais assez bien. C'est un virus saisonnier qui revient tous les hivers. C'est le virus de la grippe. Pas n'importe quel virus de la grippe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le virus de la grippe, qu'on appelle influenza, et non pas grippe, parce que grippe, c'est pas le virus, c'est la maladie provoquée par le virus. Le virus lui-même s'appelle influenza. C'est un virus qui mute très rapidement. C'est pour ça que chaque année, on a un vaccin différent qui sort pour la souche virale qui est en circulation. Avant 1918, le virus de la grippe a muté. Il a muté en une version ultra meurtrière qui a provoqué la grippe espagnole. Ce virus a été appelé H1N1. Alors il n'a pas été appelé H1N1 par hasard. Le H et le N représentent deux protéines qui sont situées sur l'enveloppe du virus. Et le 1 donne les proportions d'une protéine par rapport à l'autre. Ce virus, H1N1, pendant l'hiver 1918 au printemps 1919, a causé la mort de près de 50 millions de personnes. Certaines estimations vont même jusqu'à 100 millions de personnes. 20 à 50 millions de personnes, ça représente pour l'époque 2,5 à 5% de la population mondiale qui a été décimée en 6 mois par ce virus H1N1. Ce virus de la grippe espagnole, en plus d'avoir 2 à 4% de mortalité, c'est un virus qui est extrêmement contagieux. Effectivement, il a le même mode de contagion, de transmission, que le virus de la grippe qu'on connaît tous les hivers. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Alors les symptômes, en plus de ceux de la grippe habituelle comme la fièvre, sont les suivants. Visage violacé, douleur à la poitrine, mousse sanguinolente au niveau de la bouche, et enfin la mort. Un des points importants des virus, et des micro-organismes en général, c'est que c'est tout à fait impartial. Une petite anecdote que tu pourras raconter, c'est que Frédéric Trump, le grand-père de Donald Trump, est mort de cette grippe espagnole pendant cet hiver-là. Le virus de la grippe espagnole a fait autant de morts que durant la Seconde Guerre mondiale. Tout ça à cause d'un micro-organisme qu'on est incapable de classifier. Le second virus dont j'aimerais te parler, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Tu vas peut-être me demander ce que c'est ce virus, mais en fait on connaît plus la maladie, le sida. Le syndrome d'immunodéficience acquise a été détecté pour la première fois en 1981,
lorsqu'on s'est rendu compte de plusieurs morts suspectes de maladies pulmonaires et de plus en plus de maladies opportunistes. Telles que le rhume et des maladies qui ne sont pas censées tuer. La maladie a causé plus de 35 millions de morts depuis le début de l'épidémie. Contrairement au virus de la grippe espagnole, qui est foudroyant, il suffit de quelques jours pour causer la mort du patient, le sida, lui, est beaucoup plus vicieux. En effet, les symptômes n'apparaissent que 8 à 10 ans après la primo-infection ou l'inoculation du virus. Moi, ça me fait penser à Peter Pettigrew. Peter Pettigrew, dans Harry Potter, c'est le rat des Weasley, qui reste terré pendant plusieurs années dans cette famille, attendant Harry Potter 3 pour se révéler, le prisonnier d'Azkaban, et Harry Potter 4 pour ramener Lord Voldemort. Harry Potter is dead! Le virus du sida, pendant ces 8 à 10 ans, il est dans un état de dormance. En réalité, ce qui se passe, c'est que le virus va s'attaquer aux cellules immunitaires de l'individu. Les cellules immunitaires, si t'es pas au courant, on fera une vidéo là-dessus, c'est les cellules qui vont te protéger contre les infections, les maladies et les cancers. Dans ce cas-là, c'est pas le virus lui-même qui va causer la mort du patient. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le patient vit dans un environnement complètement stérile, il peut ne jamais mourir. En revanche, le virus, qui va attaquer et réduire à zéro toutes les défenses immunitaires de l'individu, va rendre cet individu complètement fragile et complètement sensible aux maladies les plus ridicules. Alors aujourd'hui, heureusement, il y a des thérapies pour ça, notamment la trithérapie. Mais à l'époque, quand tu étais dans ton bus, que tu avais le sida et que tu avais un petit bébé qui te toussait dessus, alors que lui n'avait qu'un rhume, toi, c'était ta peau que tu risquais. Le virus de la grippe espagnole et le virus du sida ont causé à eux seuls plus de 80 millions de morts. Déjà avec cette vidéo, cette partie de la vidéo, tu risques de ne pas dormir la nuit, donc je vais éviter de te parler du Covid-19, du virus du rhume, d'Ebola, et par exemple d'autres virus qui sont même capables de causer des cancers, comme l'HPV chez les femmes pour le cancer du col de l'utérus. Dans cette première partie de la vidéo, ce que j'ai voulu te montrer, c'est la partie un peu diabolique des virus. Historiquement, c'est cette partie-là qu'on a découverte en premier, malheureusement via les maladies, bien évidemment. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va parler des applications en biotechnologie via les virus. Deuxième partie, les virus, merveilleux outils pour les biotechnologies. Alors avant de passer aux virus et leurs applications en biotechnologie, j'aimerais te faire part d'un fait un peu dingue. À vrai dire, complètement dingue. En 2001, il y a des scientifiques qui ont mis la lumière sur le fait que 8% de notre génome était hérité d'une certaine famille de virus qu'on appelle les rétrovirus. Je n'ai pas compris. C'en est trop dans la matinée. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Qui sont capables d'insérer leur matériel génétique au nôtre. Je sais pas si tu te rends compte, mais ça veut dire que 8% de ton encodage, 8% de ce que tu es, est en fait un virus. Voilà, c'était juste un petit truc que je trouvais assez fou. La première application, c'est l'utilisation de virus contre des bactéries. Contre les bactéries, les maladies bactériennes, les antibiotiques, c'est pas automatique. Au chapitre santé publique, un nouveau plan national d'alerte a été lancé contre la surconsommation d'antibiotiques. Les spécialistes observent en effet une résistance inquiétante au traitement et veulent donner un coup d'arrêt à la prescription de médicaments antibactériens. Pourquoi ce slogan? Quand on était petit, on nous donnait des antibiotiques pour n'importe quelle maladie lorsqu'on allait chez le médecin. Et bien justement, le fait de donner des antibiotiques contre n'importe quel type de bactérie ou n'importe quel type de maladie, d'ailleurs, ce qui est une grosse erreur, si on vous donne des antibiotiques contre un rhume ou une grippe, les antibiotiques, c'est inefficace contre des maladies virales. Ça m'énerve. Le fait d'avoir utilisé des antibiotiques à spectre large qui plus est, c'est-à-dire des antibiotiques qui ne sont même pas spécifiques d'une bactérie, pendant des années a exercé une sorte de sélection, comme la sélection naturelle, mais cette fois-ci c'était une sélection artificielle qui a sélectionné des bactéries qui sont multirésistantes aux antibiotiques. C'est considéré comme un problème d'ordre sanitaire mondial pour les prochaines années par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. D'autant plus qu'en termes d'antibiotiques, on n'est pas au top du top. On a quelques antibiotiques qui sont efficaces contre quelques types de bactéries, et on a le reste des antibiotiques qui sont des antibiotiques à spectre large. Or, il faut savoir que lorsqu'on vous donne un antibiotique à spectre large, vous allez déglinguer une partie non négligeable de votre flore intestinale. Il y a beaucoup de bactéries
qui vous veulent du bien. Il y a beaucoup de bactéries qui tapissent votre organisme et qui sont là pour vous protéger et vous aider dans diverses tâches. Il y a des virus qui sont capables d'infecter les cellules eucaryotes, animales et végétales, même les champignons. Mais il y a également des virus qui sont capables d'infecter les cellules prokaryotes, notamment les bactéries. Et c'est ce qui va nous intéresser. Ces virus vont se fixer à la bactérie avant d'y pénétrer, de faire pénétrer leur matériel génétique pour se multiplier, détourner les mécanismes de production de protéines de la bactérie à leur avantage et enfin sortir de la bactérie en faisant exploser cette dernière. Si on s'arrange pour que ce type de virus puisse infecter spécifiquement des bactéries responsables de maladies comme le staphylocoque doré ou la bactérie de la gastroentérite, on pourra traiter ces maladies-là sans utiliser d'antibiotiques. Ces virus qui sont capables d'infecter spécifiquement les bactéries sont appelés bactériophages. Ils vont probablement te faire penser à la guerre des mondes. Le fait de traiter les bactéries par les virus était déjà une solution qui a été imaginée il y a quelques années. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, ce qu'on appelle la phagothérapie comporte déjà de nombreux essais cliniques. En gros, il y a déjà plusieurs boîtes pharmaceutiques qui travaillent sur ce type de thérapie. Excellent. Le deuxième champ d'application des virus en biotechnologie, ça va être la modification génétique. Effectivement, un virus, c'est le matériel génétique enveloppé par des protéines. Imaginez maintenant un seul instant, si on enlève le matériel génétique du virus, qui est responsable de la maladie, ou qu'on remplace la partie qui est virulente par une copie d'ADN souhaitée. Un gène, peu importe lequel. Ça va nous permettre de modifier génétiquement une cellule. Il y a 3 types de virus qui sont utilisés pour ces modifications génétiques. Les AAV, les rétrovirus et les lentivirus. Je suis effectivement en train de te parler de faire des OGM chez l'homme. Et tu penses peut-être que c'est de la science-fiction, mais ce que tu sais pas, c'est que ça existe déjà. Effectivement, il y a un premier médicament de thérapie génique qui a été créé, qui a été commercialisé il n'y a pas longtemps par Novartis, qui s'appelle le Zolgensma. Le Zolgensma, c'est un médicament à partir de virus pour l'atrophie musculaire spinale. C'est une maladie causée par la déficience du gène SMN1. Ça réduit l'espérance de vie des enfants à 1 voire 2 ans. Ce médicament, le Zolgensma, c'est un médicament à base de virus, de particules virales, dans lesquelles on a placé du matériel génétique, une copie saine du gène SMN1. Cette thérapie doit être administrée dans les premiers mois de la vie pour être effective. Alors une question d'éthique qui s'est posée, pour le Zolgensma, une seule thérapie coûte 2,1 millions d'euros. Combien j'ai sur mon compte déjà 248 596 euros. Faut que je fasse des économies. Tu t'en doutes, et avec un petit peu d'espoir, on pourrait traiter via les virus, via ces vecteurs, beaucoup de maladies génétiques. Mais également, depuis peu de temps, les cancers. En ce qui concerne les cancers, il y a 2 grands types d'applications pour les virus. La première application, c'est ce qui concerne ce qu'on appelle les CAR T-cells. Alors les CAR T-cells, c'est quoi? Ça veut dire Chimeric Antigen Receptor. Ce sont des récepteurs chimériques à l'antigène. Les cellules cancéreuses vont, à force de se diviser et à force de muter, développer des techniques de camouflage pour notre système immunitaire. Notre système immunitaire, nos globules blancs, seront donc incapables de détecter ces cellules cancéreuses. Une idée a alors émergé dans la tête de certains scientifiques de Pennsylvanie, notamment Carl June et son équipe. Ça a été d'extraire les globules blancs du patient, les modifier génétiquement, les éduquer, leur apprendre à reconnaître des protéines qui sont exprimées à la surface des cellules cancéreuses et les réinjecter au patient pour lever la barrière, la cape d'invisibilité des cellules cancéreuses. C'est aussi le sujet de ma thèse. Cette modification des globules blancs du patient, cette éducation, elle est faite via une modification génétique, via un vecteur qui est en fait un virus. Deuxième application des virus contre le cancer, comme les scientifiques ont noté qu'il y avait des bactériophages qui étaient capables d'infecter les bactéries uniquement, on s'est posé la question, et si on modifiait ces virus-là, si on les optimisait pour que finalement, ils n'étaient capables de détecter que les cellules cancéreuses et de se multiplier qu'à l'intérieur des cellules cancéreuses. On a fait la même chose avec certains virus capables d'infecter les cellules eucaryotes que pour les bactériophages. On a modifié ces virus-là, leur enveloppe protéique cette fois-ci, et l'ADN qu'ils comportent pour en faire des virus suicides,
des virus kamikazes. Pour que ces virus-là entrent dans les cellules cancéreuses de façon spécifique, se divisent dans ces cellules-là de façon spécifique et fassent exploser ces cellules-là de façon spécifique. Ces virus-là, ultra optimisés, sont donc capables, dans une foule de cellules saines, de reconnaître, de cibler et de tuer les cellules cancéreuses. C'est ce qu'on appelle les virus oncolytiques. On a vu que les virus étaient vecteurs de maladies dans la nature. Effectivement, c'est le cas. Mais on a également vu que les virus pouvaient être utilisés comme vecteurs en biotechnologie pour plusieurs applications qui vont être essentielles dans les prochaines années. Et en plus de ça, on a vu que 8% de notre génome était composé de virus. Finalement, est-ce qu'on n'en viendrait pas au fait de dire que les virus, c'est comme les humains? Il y en a des bons et il y en a des mauvais. Après, bien évidemment, la science avance souvent beaucoup trop vite par rapport à ce qu'on appelle l'éthique. Effectivement, les traitements via les virus génèrent des organismes génétiquement modifiés. Il va se poser dans les prochaines années, et il se pose déjà à l'heure actuelle, plusieurs questions éthiques, à savoir, est-ce que la population est prête à être traitée grâce à des virus? Est-ce qu'on est prêt à devenir des organismes génétiquement modifiés? Et toi, t'es prêt à être traité par un virus? On arrive au terme de cette vidéo. J'espère que j'aurais pu t'éclaircir un peu les idées par rapport au virus, briser les idées reçues que c'est pas uniquement le mal, que c'est utilisé pour des thérapies. Si cette vidéo t'a plu, ce que je t'invite à faire, c'est t'abonner, activer les notifications via la cloche et lâcher un pouce bleu. Merci, à la prochaine.